peux y aller. Ok. Bonsoir à tout le monde. Donc, nous voici sur le Talk 4 qui va concerner aujourd'hui tout ce qui est cloud et cloud native. Nous allons parler de ça en détail avec nos brillants invités que nous avons aujourd'hui. Donc, nous allons commencer par les présentations. Nous allons donner Elodie pour qu'elle se présente. Donc, Elodie, à toi l'honneur. Donc, on ne vous attend pas, tu es en mode mute. Tu es toujours en mute, Elodie. Ok, bon, tu es en mode mute, Elodie. Toujours en mute. Hein. Et là? Là, c'est bon. Oui, c'est bon maintenant. Ok. Donc, bonjour à tous. Elodie Luet, je suis référente Run au sein de la communauté 10 000 codeurs. Je suis également tech lead au sein de la société OVH Cloud. Ok, merci beaucoup pour cette présentation, Elodie. Donc, Babacar, Bab. Ok, bonjour tout le monde. Donc, moi, c'est Babacar Niang. Bon, je suis lead software et DevOps engineer à Bamtu. Ok, bon, les présentations sont plutôt courtes, hein, concernant les autres jours là. Donc, bon, si vous pouvez nous parler un peu aussi de vos parcours, hein, ça pourra donner quelques idées aussi à certains qui veulent dire que non, moi j'étais technique commercial, comment j'ai fait pour devenir ingénieur cloud, peut-être. Ça peut aider, quoi. Parce que l'autre jour, on a vu un gars qui a eu un diplôme, je ne sais pas, et maintenant il est devenu développeur, quoi. Donc, c'est bien des fois de nous parler un peu de vos parcours, quoi. Ne vous inquiétez pas. Ok, monsieur Hatch. Ok, bonjour tout le monde. Je m'appelle Mohamed Abarhaj. J'ai 43 ans et je suis dans le secteur de l'IT depuis 2003. Bon, depuis 2000, disons. Mais en réalité, j'ai d'abord commencé par le génie électrique. J'ai fait un DUT en génie électrique à l'ESP ici. Ensuite, j'ai fait un diplôme d'ingénieur en informatique à l'Institut africain d'informatique à Libreville au Gabon et une école inter-État. Et depuis mon retour, depuis 2003, je travaille dans différentes sociétés d'informatique basées au Sénégal. Et j'ai travaillé chez différents partenaires Microsoft. Et voilà, depuis que j'ai commencé à travailler sur .NET en 2003 en tant que développeur, vraiment j'ai été pris par cette passion. D'abord, c'était le développement, ensuite, c'était les bases de données, SQL Server, ensuite l'administration système Windows Server. Et maintenant, on parle plus de Azure, Microsoft 365 et Power BI. Donc ça, c'est pour les technos. Pour le parcours, j'ai eu à travailler à Tigo, s'il y a certains qui ont été dans les telcos. J'ai aussi eu à travailler au niveau du bureau IBM ici à Dakar, où j'étais architecte sur les solutions logicielles. À Tigo, un peu plus tôt dans l'expérience, j'étais responsable des opérations IT, en charge du fonctionnement des opérations IT à l'époque. Et à IBM, j'étais architecte sur les solutions software. Et pour terminer, en 2017, j'ai fondé Netexio, qui est une société de services informatiques concentrée sur les technologies Microsoft. Nous sommes partenaires Gold Microsoft et nous fournissons aux entreprises du conseil, du support, de la formation sur des sujets comme le cloud Azure, la collaboration MS365, les données Power BI, le dashboard Power BI et la formation. Donc, excusez-moi si je parle beaucoup de techno Microsoft, c'est mon principal domaine de compétence. Mais je ne suis pas sectaire, hein, je suis aussi ouvert à toutes les autres technologies. Je n'ai pas d'idéologie. Donc, c'est bien. C'est bien. Merci. En tout cas, merci beaucoup pour cette présentation. Et Mohamed Lamine. Bonsoir tout le monde. Mon nom est Mohamed Lamine Diop. Je suis responsable infrastructure cloud à Bawab Group, anciennement Microcred. Donc, par rapport à mon expérience professionnelle, j'ai débuté à Atos, donc, où j'ai d'abord intégré le pôle application development.
donc avec le développement d'applications mobiles, d'applications web, donc dans le cadre de mon stage, et d'un POC également pour la Direction générale des impôts et domaines. Donc en utilisant des technos comme NativeScript, donc Ionic, Spring Boot, Angular, GitLab, Trello également pour le suivi des projets. Donc c'était un domaine que j'avoue, je n'aimais pas trop, mais en entreprise, j'avais retenu une chose, c'est qu'il y a l'adaptation, il y a l'engagement, il y a la motivation et il y a également l'auto-formation. Donc, et dans ce cas de figure, donc, il fallait s'adapter, donc se documenter, donc faire beaucoup de recherches sur les notions techniques dans le domaine du dev, donc telles que les microservices, le modèle MVC, bref, en général, donc les best practices dans ce domaine. Et pour acquérir donc toutes ces notions, donc toutes ces bagages techniques, donc il fallait de l'engagement et de la motivation. Donc pour l'auto-formation, après, je vais le développer par la suite, car en entreprise, il y a le reskilling, le upskilling. Donc ensuite, j'ai intégré le pôle application management, où les tâches que je faisais donc matchaient plus avec mon profil. Car je faisais donc du support, donc de l'automatisation avec du scripting, donc de l'automatisation également avec l'outil RPA qui permettait de créer des robots donc pour automatiser les tâches récurrentes. J'ai également touché du cloud pour faire l'automatisation donc du provisionnement des ressources, donc la gestion des coûts, donc la scalabilité, donc le monitoring et la haute disponibilité donc des ressources qui sont dans le cloud. Donc à la suite de cela, j'ai décidé de commencer donc une nouvelle aventure avec le groupe Baobab en tant que responsable infrastructure cloud. Et j'effectuais donc tout ce qui est la gestion des coûts, tout ce qui est également le provisionnement donc des ressources à la demande de n'importe quel collaborateur. Donc la mise en place également d'une politique d'optimisation donc des ressources qui sont dans le cloud, mais également de gérer la performance et la scalabilité donc de ces ressources-là. Donc voire même gérer l'automatisation, donc les mises à jour, donc les patchs, les updates, donc de toutes les ressources qui sont dans l'infrastructure cloud. J'ai eu également à former des étudiants qui n'avaient aucune expérience dans le domaine de l'informatique. Donc, pour une durée de 3 mois. Donc, cette formation a été initiée par l'ONG EDC en partenariat avec AWS Restart. Donc, au final, donc, plusieurs des étudiants s'en sont sortis avec la certification AWS Cloud Practitioner. Donc, en ce moment également, je suis professeur à l'ISM des technologies, donc à l'UCAD, plus précisément au département Math 1, à Ampateba également, et plus dans les mois qui viennent, donc à Easy. Il y a Moto Kharmat ou quoi? Ouais, Moto Kharmat. Ok, en tout cas, merci pour la présentation. Hein. Donc, bon, on va finir avec M. Bambagay. Donc, avant d'attaquer le débat directement. M. Bambagay. Ok, merci Goro. Il faut dire Bambagay, il ne faut plus dire monsieur. Hein. Enfin, bon, okay. En fait, bon, vous êtes, bon, c'était mon professeur, quoi. Donc, Elodie, okay. tu vas comprendre. Ok, merci beaucoup pour l'invitation. Bon, moi, j'ai fait mes études à Dakar, où j'ai fait un DEC en maths physique au niveau du département mathématiques et informatique. Ensuite, j'ai fait la même formation que Lamine qui est là, une licence d'informatique, une maîtrise d'informatique à l'UCAD. Et ensuite, après, je suis venu en France pour faire un DEA en réseau à UPMC. Ensuite, j'ai fait ma thèse à UPMC. Et ensuite, après, je suis parti à l'Université de Liège, où j'ai travaillé dans un projet où il fallait faire des réseaux Self-Organized Network au niveau d'un projet ANA qui était un consortium. Ensuite, après, je suis parti à l'UQAM, où j'ai fait un an de postdoc, toujours dans le domaine du cloud. Et depuis 2010, je suis au Sénégal. Et par rapport au cloud, j'ai eu à encadrer des étudiants dans le green cloud, tout ce qui est allocation de ressources pour pouvoir avoir un PUE au niveau des clouds qui est assez bas. Donc, je suis enseignant-chercheur en gros et j'ai fait mes recherches avec les étudiants au niveau du cloud, mais aussi au niveau du SDN pour pouvoir matcher les deux au niveau aussi IoT. Donc, en gros, c'est ça en attendant d'autres questions. Merci. Ok, merci beaucoup, M. Bambagay. Ouais. Donc, maintenant, on va rentrer dans le débat. Bon, donc, vu que vous étiez le dernier, je vais commencer par toi.
en te poser la question, bon, est-ce que tu peux nous rappeler un peu l'avènement du cloud? Pourquoi on est arrivé, pourquoi le cloud actuellement? Ok, je pense que c'est ce que vous connaissez vous tous. Et je pense que je vais commencer un peu par quand j'étais en France où je commençais à être paresseux pour aller acheter des bouquins au niveau des livres. J'ai resté dans mon bureau, je commandais des livres au niveau d'Amazon. Et je pense que c'est là-bas où ça a commencé. Et après, qu'est-ce qui arrive? C'est des bugs, c'est des problèmes d'escalabilité, comme l'ami a eu à le dire. Ensuite, après, Amazon va se retourner au niveau des universités pour que les gens puissent rechercher un peu comment ne plus avoir de bugs quand les fêtes de Noël arrivent, etc. Et comme tout bon Américain, quand tu investis, tu vas avoir un retour sur investissement qui est assez avantageux. Mais ce qu'on voit aussi au niveau de ce cloud, c'est beaucoup plus la combinaison des grilles de calcul qu'on connaissait, plus une dose de virtualisation, c'est ça qui a donné en réalité la technologie cloud que les gens aujourd'hui vendent. Ce qui fait qu'à chaque fois, ce que je dis aux étudiants, les technologies, il faut savoir les réutiliser, utiliser un tout petit peu de ce qui est nouveau pour faire un merge, pour aller faire quelque chose de nouveau. Donc, en gros, c'est pour pouvoir satisfaire une demande et c'est à cause de problèmes structurels que le cloud est venu d'Amazon aujourd'hui, qui est un des leaders au niveau des services, au niveau du stockage. Ok, en fait, bah oui, et c'est sur ce que je vais relancer. Je vais relancer la question à Elodie, en fait, pour lui demander quels sont les avènements et les types de providers actuellement au niveau du cloud. Alors, moi, je vais commencer par définir les typologies de cloud, parce que ce qui a été dit tout à l'heure, effectivement, ça concerne le cloud public, donc avec Amazon, mais il a toujours existé aussi le cloud privé, c'est-à-dire du cloud qui est auto-hébergé par les entreprises. Donc, au niveau des providers, donc, je dirais que quand on regarde tout ce qui est cloud privé, on va parler de VMware et OpenStack, par exemple, qui vont proposer des solutions de virtualisation qui permettent aux entreprises d'héberger en fait dans leur propre data center des infrastructures de type cloud. Donc, ça veut dire pouvoir héberger, on va dire approvisionner très rapidement de l'infrastructure pour déployer des applications de façon plus agile et plus scalable. Ensuite, il y a la partie cloud public, donc avec en tête Amazon, Google, donc avec Google Cloud Platform, Azure, avec le cloud Azure, mais on a aussi des cloud providers, je dirais locaux, donc ils sont un peu moins gros en fait que des Amazon ou des Google. Comme OVH, donc là où je travaille. Il y a aussi le concurrent en France, Scalway. Et il y a aussi des cloud providers qui sont, on va dire, un peu plus spécifiques, comme Oracle Cloud, qui est orienté sur Oracle, sur la partie base de données. IBM aussi qui propose du cloud, qui va plutôt s'intéresser à des domaines un peu spécifiques, comme les domaines bancaires, etc. Et SAP, qui va aussi s'appuyer sur le fait que c'est SAP avec sa force de frappe, le fait d'être pas mal immiscé dans les entreprises pour proposer aussi des services cloud. Voilà, donc ça c'est pour les providers, on va dire classiques, mais le cloud, il y a aussi une partie, quand on parle de cloud, qui n'est pas forcément facilement en fait compréhensible, mais c'est tous les services de type SaaS qui vont exister. Donc tout ce qui est software as a service, on en trouve notamment pas mal dans tout ce qui est monitoring. Ça va être du Datadog, New Relic, etc., etc. Donc ils vont proposer des services qui sont directement hébergés dans le cloud qu'on va pouvoir consommer. Donc pour faire du monitoring par exemple, ou faire de la workplace comme d'ailleurs Google, ils en proposent, et Microsoft aussi avec Office 365 ou 360, je ne sais plus le numéro. Ok, c'était ça même. Hein. Voilà. En tout cas, merci pour ces explications, ils étaient assez clairs. Mais en fait, bon, là, je vais relancer Babacar pour essayer de voir, par exemple, si tu devais expliquer de manière simple, par exemple,
c'est quoi le métier du cloud, par exemple? C'est quoi pour toi, le cloud? Le métier en tant que tel, quoi. Alors, le métier en tant que tel, je pense que d'après les explications de M. Gay et d'Elodie, je pense qu'ils ont commencé à toucher ça. Donc c'est tout ce qui est hébergement, tout ce qui tourne sur les workloads qu'on peut retrouver au niveau des providers qu'on a cités ici tout à l'heure, à travers Amazon, Google, Azure et les clouds privés également qu'on connaît. Donc c'est tout ce qui touche autour de ces providers-là qu'on utilise pour, disons, proposer des solutions qui vont utiliser les bénéfices qu'apporte le cloud pour pouvoir, disons, faire tourner son business. Et ce qu'il faudrait, donc, par contre, il y a la définition du cloud qui est peut-être un peu flou pour certains, parce que quand on parle de cloud, d'habitude, les gens ont tendance à penser que c'est juste du stockage sur de l'externe. Tu n'as pas assez de capacité en interne et tu décides de stocker tes données en externe sur un provider. Et ça va au-delà de ça, en fait. On doit même parler de cloud computing, à mon avis. Ça va au-delà de tout ce qui est stockage, c'est tout ce qui est partie matérielle informatique que tu décides de louer sur un provider et que tu décides d'externaliser, disons, certains services sur un provider donné. Ok, merci beaucoup quand même, c'est assez simpliste et très clair. Donc, Mohamed Lamine, bon, vu que tu en avais déjà parlé de tout ce qui est scalabilité et tout, donc est-ce que tu peux nous expliquer un peu la notion de CAPEX et de OPEX et qu'est-ce que ça fait au niveau du cloud? Merci beaucoup. Et, en fait, les notions de CAPEX et OPEX viennent surtout quand on veut gérer, par exemple, les dépenses selon un budget donc, qui est bien défini. Donc, et dans ce cas de figure, on peut soit acheter ou soit louer. Donc, de là, on parle de CAPEX ou d'OPEX. Donc, pour le cas du CAPEX, c'est capital expenditure. Donc, c'est un modèle donc, qui vise pour l'achat du matériel donc, et gérer tout ce qui est tâches liées, par exemple, à l'installation, aux updates, à la configuration, à la maintenance, la sécurité, etc. Contrairement au CAPEX, donc l'OPEX, il met l'accent sur la location de l'infrastructure, donc au lieu de l'achat. Et là, dans ce cas de figure, tu paies en fonction du taux d'utilisation. Donc, c'est même le modèle qui est adapté par le cloud computing pour nous permettre donc d'optimiser en termes de coûts. Donc, c'est la vraie différence donc, qui existe entre l'OPEX, donc, qui favorise la location au lieu de l'achat, et le CAPEX, donc, qui met l'accent sur l'achat du matériel, donc, proprement dit. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette réponse. Et M. Hack, en fait, moi, j'avais une question concernant quels sont les prérequis d'après toi, ou bien quels sont les moyens que doit se munir quelqu'un qui vient d'être diplômé ou quelqu'un d'autre pour pouvoir travailler dans le monde du cloud. Quels sont les prérequis en tant que tel? Ok, merci Gola. Si tu permettais, un peu avant de venir sur cette question-là, je voulais juste ajouter une petite contribution pour la définition du cloud. À mon avis, ce terme de cloud, bon, on peut regarder dans les articles où est-ce que ça a été cité la première fois, mais en fait, je ne sais pas pour les plus anciens d'entre vous, est-ce qu'il y en a qui ont eu à créer des boîtes sur Caramel, ou bien Hotmail, ou bien Yahoo, etc. Voilà. Depuis cette époque, on aurait pu dire qu'on est sur le cloud. Parce que ça consistait tout simplement à utiliser un service qui est fourni par quelqu'un d'autre via d'autres systèmes hébergés ailleurs. À l'époque, c'était le email. Et c'est ce mode d'utilisation qui a grandi, qui s'est développé et qui a aussi profité du fait que l'accès à ces services-là devenait de plus en plus facile. Actuellement, dans votre entreprise, vos débits, vous pouvez les mesurer en mégas ou en gigas même pour certains. Mais à l'époque, avoir 1 méga ou même 512K ou 256K de liaison, parfois c'était réservé à certaines entreprises. Donc il ne faut pas oublier toute cette partie connectivité qui permet vraiment de mettre en valeur cet aspect cloud. Quand on parle maintenant des métiers du cloud, moi je dirais aussi encore une fois, c'est comme si on pose la question, quels sont les métiers de l'informatique? C'est très, très, très varié. Je peux avoir plusieurs rôles. La seule différence sera que grâce au cloud, j'ai une plus grande diversité par rapport au lieu de déploiement. Je peux un jour travailler sur une base de données hébergée chez OVH. Dans la même journée, me connecter à un système, à des serveurs de mon entreprise hébergés chez Google.
tout ça, 2 exemples de cloud public, mais aussi, j'en profite pour répondre à une question dans le chat, me connecter à des serveurs qui sont installés dans notre data center et bien rationaliser de telle sorte qu'on puisse parler de cloud privé. Donc, on a plusieurs métiers qui peuvent tourner autour du cloud. Je peux tout simplement rester un DBA, sauf que les bases de données que j'administre ne sont pas stockées dans le data center de notre entreprise, mais ils sont sur Amazon ou bien sur OVH ou sur Azure, etc. Donc, on a toujours cette même variété de métiers. Au contraire, la variété des métiers a augmenté par rapport à ce qu'on avait. Et c'est ça qui rend vraiment ce sujet-là passionnant et diversifié. Ok, merci beaucoup, Karim. Et donc, sur ce, je vais relancer encore une fois M. Bambagui pour savoir en fait la différence, parce que des fois on entend parler de cloud public et cloud privé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les deux et leurs différences aussi? Ok, je pense qu'aujourd'hui, si on parle de cloud privé, c'est-à-dire que tout le parc informatique reste la propriété de l'entreprise. C'est l'entreprise qui manage les serveurs, les switches, les routeurs, tout ce qui est partie informatique, c'est l'entreprise qui va manager. Et si on parle maintenant de cloud public, c'est un peu aujourd'hui ce que va vendre, je pense, Axe, ce que va vendre la mine, ce que va vendre les autres. Donc, tu pars vers Google, vers d'autres personnes qui vont héberger tes ressources. Ça peut être soit tu vas utiliser du Google Drive, là tu es au niveau d'un cloud public. Tu vas utiliser du Google Engine, là tu es au niveau, tu vas utiliser du Azure, donc tu es au niveau du cloud public. Et quand on parle maintenant de cloud communautaire, c'est quand des gens qui n'ont pas assez de ressources unissent leurs forces pour créer leur propre cloud. C'est un peu le système de tontine que les Sénégalais connaissent pour pouvoir gérer leur propre argent. Donc ça, c'est du communautaire. Donc en gros, ce sont ces types de cloud. Et quand c'est hybride maintenant, tu n'as pas envie que certaines ressources soient connues de l'extérieur. Tu te dis, j'ai fait du 50-50. Et ce que je dis, c'est un peu, tu as de l'argent, tu gardes un peu chez toi, une partie tu t'amènes à la banque. Donc ce qui fait que l'État va connaître l'argent qui se trouve à la banque, mais l'argent qui reste dans ta maison, il n'y a que toi qui sais la provenance. Ok, merci beaucoup pour cet exemple. Donc, et Elodie, qu'est-ce qui fait qu'une entreprise décide de migrer vers le cloud? Quelles sont les raisons souvent? Alors, il y en a plusieurs. Donc, déjà, il y a les notions de CAPEX, OPEX qui ont été évoquées tout à l'heure, qui peuvent être des raisons. Donc, une entreprise qui veut réduire ses investissements au niveau de... Parce que déjà, entretenir un cloud privé, ça coûte cher. Pour que ce cloud il soit résilient, il faut avoir au moins 2 ou 3 data centers. Et un seul data center, c'est déjà très cher. Donc, ce n'est pas quelque chose que toutes les entreprises peuvent se permettre. Donc, c'est souvent des grosses entreprises qui ont beaucoup de moyens qui vont pouvoir se permettre l'achat de 3-4 data centers pour avoir un cloud privé. Et très souvent, elles vont même louer ces data centers. Plutôt que de les acheter, elles vont louer à d'autres entreprises qui proposent en fait des data centers. Donc, si je prends par exemple une start-up ne peut pas se permettre en fait d'acheter un data center. De facto, elle va aller dans le cloud public. Donc, une jeune entreprise aujourd'hui, le passage obligé en fait, c'est d'aller vers le cloud, soit pour trouver facilement de la technologie et se concentrer sur son cœur de métier. Donc, par exemple, moi, je suis une entreprise qui veut développer un service de paiement en ligne. Mon métier, en fait, c'est le domaine du paiement. Je vais pas, en fait, j'ai pas les compétences pour gérer des serveurs, etc., etc. Donc, je vais aller vers du Amazon ou du Google, en fait, pour pouvoir accélérer en fait mon entreprise et me concentrer sur le service que je veux proposer à mes utilisateurs. Dans le cas des entreprises qui avaient déjà des data centers, donc les grosses entreprises, elles veulent réduire les frais. Donc, elles vont aller chercher des services de type cloud public, justement pour avoir quelque chose qui est un peu modulable. Donc, parce que quand on achète des serveurs, on fait des investissements. Si ces serveurs ne sont pas utilisés, on les paye quand même.
Donc, c'est ce qui, on va dire, justifie les CAPEX, les temps d'amortissement, etc., etc. Alors que l'OPEX, en fait, c'est à géométrie variable. Si demain, on a moins d'utilisateurs, on peut du jour au lendemain baisser notre consommation, en fait, dans le cloud. Donc, du coup, on réduit, en fait, les frais. Donc, c'est ce genre de choses qui peuvent pousser des entreprises à aller vers le cloud. Donc, pour résumer, ça va être les coûts, donc réduire les coûts d'infrastructure. Et deuxième chose, pour les plus petites entreprises, ça va être de chercher de la technologie. Donc, par exemple, tout ce qui est IA, par exemple, ou tout simplement des serveurs, parce que la jeune entreprise, elle a que 2 ou 3 personnes et ces personnes sont des développeurs, ce n'est pas des opérationnels. Donc, on ne va pas aller s'emmerder à entretenir des serveurs. Donc, on va aller chercher aussi de la technologie dans le cloud. Ok. Merci beaucoup, hein. Merci pour ces réponses. Et Lamine, par exemple, bon, une question. Est-ce que le cloud est adapté à toutes les entreprises? Bon, vu les avantages qu'a le cloud, donc en termes de haute disponibilité, en termes de résilience, en termes également de performance, en termes de latence, et les types de cloud, donc qu'a évoqué tout à l'heure Bamba Gaye, que ce soit un cloud public, que ce soit un cloud hybride, que ce soit un cloud privé. Donc, selon par exemple les besoins de l'entreprise, ça peut être avantageux, je pense, à tout type d'entreprise. Mais pour les TPE et pour les PME, donc ces derniers peuvent plus en profiter, car s'ils n'ont pas, par exemple, un gros budget, donc pour l'achat du matériel, ils peuvent ou bien gérer le local et autres, donc ils peuvent facilement tirer profit donc du cloud et utiliser l'OPEX, genre la location des services pour optimiser en termes de coûts. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces réponses. Et Babacar, en fait, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le processus pour migrer dans le cloud? Alors, pour migrer dans le cloud, bon, ça dépend. Il y a plusieurs processus, mais par exemple, je pense que le plus récurrent, c'est le lift shift. C'est-à-dire que tu as un ensemble de workloads que tu as déjà en interne et que tu veux faire migrer dans le cloud. Donc, le lift shift, qu'est-ce que ça te permet? Ça te permet, disons, de cibler les parties de ton workload que tu veux faire migrer. Donc, tu ne vas pas tout d'un coup faire migrer toute ton infrastructure, tout ton business d'un seul coup vers le cloud. Donc, tu vas identifier les workloads dans un premier temps que tu veux migrer vers le cloud et tu vas les migrer un à un de sorte que tes applications ou tes bases de données ou peu importe ce que tu veux migrer, tu vas les migrer un à un et après vérifier de sorte que ce que tu avais en interne, c'est ce que tu as actuellement sur le cloud. Ok. Oui, et là, tu nous as parlé de left and shift, mais par exemple, je vous ai posé la question, bon, par rapport à ça, Oui. est-ce qu'il y en a d'autres aussi qu'on peut utiliser pour migrer dans le cloud, à part le left and shift? Des fois, j'attends les processus du 12 factor, etc. et tout. Bon, ça, je dirais que ça dépend de ce qu'on veut migrer. Si vous avez des serveurs locaux, que ce soit du Windows ou du Linux, effectivement, on parle beaucoup de lift and shift pour les migrer tels quels vers le cloud. Bien sûr, avec parfois quelques points à gérer côté compatibilité. Si c'est une application qu'on veut migrer, on va souvent parler de modernisation de l'application. Parce que si localement votre application était répartie sur des serveurs web, applications, bases de données, etc., le fait de migrer une application sur le cloud, ça peut être l'opportunité de non plus le mettre directement sur des serveurs, mais d'utiliser les services, le platform as a service mis à disposition sur le cloud. Dans ce cas-là, il y a un certain travail de reprise de l'application à faire et aussi de reconfiguration des bases de données. Il y a aussi d'autres workloads qui peuvent être migrés. Moi, par exemple, j'ai eu à travailler sur beaucoup des serveurs de messagerie qui étaient locaux. Et de plus en plus, la tendance, ce n'est plus d'avoir ces serveurs de messagerie localement, mais plutôt de les migrer vers le cloud. Donc, ça dépend vraiment de la workload qu'on souhaite migrer. Et pour chaque workload, il y a des termes du lift and shift, il y a d'autres termes du fast track. Ça dépend de la workload qu'on veut migrer. Mais souvent, le grand défi, c'est surtout la disponibilité. Parce que migrer un système, c'est bien,
mais éviter que pendant cette migration, il y ait une indisponibilité. C'est ça souvent le grand défi et c'est là où il y a toute la valeur ajoutée. Ok, merci beaucoup. En tout cas, votre réponse, toi et Babacar, hein, sont assez claires et précises. Hein. Donc oui, ça nous reste 3 questions sur la partie cloud avant de rentrer sur la partie cloud native. Donc en fait, M. Bambagé, par exemple, actuellement on parle de cloud, mais nous rencontrons beaucoup de problèmes au niveau d'Afrique, par exemple. Les gens, ils sortent, ils ne connaissent même pas le cloud pour l'instant. Quelles sont les bases? Qu'est-ce qu'on doit faire actuellement au niveau académique pour que les gens s'intéressent au cloud, le connaître même avant de sortir, pour qu'ils puissent être opérationnels, par exemple? Je pense qu'il y a 2 parties. Il y a la partie où l'étudiant doit être capable de pouvoir connaître les systèmes d'exploitation, de connaître l'architecture des ordinateurs, etc. Mais il y a aussi une deuxième partie où des professionnels viennent, comme là maintenant il vient au niveau de l'UQAD faire des cours, où il vient donner des technopropriétaires par rapport à des technologies. Parce qu'en fait, le problème assez souvent qu'il y a, c'est que les industriels, les entreprises veulent que des étudiants aient des connaissances sur des technos appropriés. Aujourd'hui, je pense que c'est Hack qui est au niveau de Microsoft, va vouloir, par exemple, s'il vend des solutions Microsoft à des entreprises, que les étudiants soient formés à ces technologies-là. Tu pars, par exemple, au niveau de Google, etc. Ce qui fait que des fois, au niveau de l'université, c'est difficile de faire passer toutes ces technos. Donc, ce que les gens adoptent, c'est de connaître la base. Et maintenant, après, si on a des professionnels qui viennent maintenant de temps en temps maintenant amener cette technologie pour que les étudiants puissent y aller. Mais au moins, il y a des bases que les étudiants doivent avoir. Savoir aujourd'hui déployer, par exemple, un serveur, que ce soit en local. Parce que celui qui sait déployer un serveur en local, pour partir sur le cloud, ce n'est pas un problème. Celui qui sait installer plusieurs noyaux Linux sur une machine, regarder comment ça fonctionne pour aller sur le cloud, ce n'est pas un problème. Parce qu'après, c'est tout simplement une adaptation par rapport à une techno bien définie. Merci beaucoup pour ces explications. Bon, oui, et c'est sur ça que j'ai posé à Babacar une question. En fait, d'après toi, quels sont les technos à maîtriser, par exemple, ou bien les compétences qu'il faut pour bosser dans le cloud, par exemple? Des fois, on dit que pour devenir développeur, il faut maîtriser tel langage de programmation, tel, etc. Donc, dans le cloud, par exemple, est-ce que ça demande des compétences, est-ce que ça demande des technos à maîtriser de base ou quoi? Alors, c'est un peu compliqué de répondre à ça parce qu'il faut savoir que le cloud, aujourd'hui, il y a plusieurs types de services, il y a plusieurs providers. Et comme l'a dit M. Gueye, tout dépend de l'objectif que l'entreprise a sur ses employés. Si par exemple, aujourd'hui, comme c'est eux qui travaillent sur Azure, bah, ils vont tendance à recruter des gens qui sont qui ont de l'expertise sur Azure. Donc, on va plus qui ont de l'expertise sur Azure. Et aujourd'hui, il y a Azure qui propose plusieurs services. Et si c'est le cas de AWS aussi, la même chose. Il y a des services de AWS qu'on peut maîtriser de part et d'autre. Et également, il y a quand même des outils un peu transversales, comme par exemple quand on parle de provisioning d'infrastructure, qui est un peu de l'infrastructure as a code, qui te permet de provisionner ton infra sur le cloud depuis un code. Et donc ça, ce sont des outils ou bien des outils que les étudiants peuvent décider d'apprendre, donc qui ne sont pas propres à un cloud défini, mais qui peuvent être transversales quand même sur plusieurs clouds. Ok, merci beaucoup. Hein. Donc oui, M. Hack, vous voulez répliquer tout ça? Oui, tout à fait. En fait, juste un complément. Effectivement, là, sur le cloud, les serveurs, les bases de données, ils ne s'administrent pas tout seuls. Il faut donc des compétences vraiment robustes en administration de ces différents systèmes. Et que ce soit sur le cloud ou on-premise, c'est les mêmes compétences. Et là aussi, c'est un apprentissage continu. Mohamed Lamine avait parlé d'un terme tout à l'heure, je ne sais pas, de reformation ou d'aptitude à se reformer. Et c'est vraiment... Pardon? Auto-formation, voilà. Et c'est vraiment essentiel. C'est comme si tu passes le permis de conduire et tu dis, moi, je ne conduis que sur la voiture sur laquelle j'ai fait mes cours de conduite. Non. Donc, moi, si je travaille sur Azure, disons, c'est un peu le domaine spécifique,
Mais si j'avais la possibilité, j'aurais adoré être un expert AWS si j'avais le temps de m'investir dedans et d'être vraiment excellent dessus. Idem pour du Oracle, etc. Donc, le conseil que je peux donner à ceux qui sortent, certes, le cloud est là, c'est très vaste, mais il ne faut pas se donner une fixation. Dire, moi, je vais travailler que sur tel éditeur ou que sur telle technologie. La plupart du temps, ça va être peut-être décidé par la boîte où vous allez travailler. Et là, il faudra être assez souple pour tout de suite être très fort en auto-formation, utiliser les bases qu'on a apprises à l'école pour se spécialiser peut-être sur cet éditeur ou ce constructeur-là. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce Oui, complément. Ok, Babacar. Juste pour complémenter ce que dit M. Hadj, aujourd'hui, par exemple, les clouds, ils proposent quand même, disons, un truc de démarrage. Par exemple, quand tu t'inscris sur Google Cloud, tu as $300 que tu peux utiliser. Bah, ce sont des choses que les étudiants, par exemple, peuvent explorer dès le début et essayer d'explorer, par exemple, ces genres d'offres-là que les providers te proposent pour un peu explorer, ne serait-ce que ce que les services qu'on a sur ces différents providers-là et qui te coûtent absolument rien parce que $300, tu peux quand même utiliser pas mal de services Google gratuitement pour un temps donné, un temps d'apprentissage, on va dire. Ok, merci beaucoup pour ce petit Babacar. Bah oui, et vu que Mohamed a déjà fait une formation sur ça, bon, a déjà fait faire déjà des formations dessus, bon, quels sont les conseils que vous allez donner aux débutants, par exemple, pour pouvoir apprendre et monter en compétence dans le cloud? Bon, Après ce que Babacar a dit tout à l'heure, ça a été bon, plus. je vais rebondir sur ce que Babacar a dit parce que comme le cas de GCP, AWS également, là, si tu crées un compte et que tu accèdes donc à la plateforme AWS, tu peux avoir par exemple accès à des services donc gratuits pendant 12 mois. Donc, à travers également la plateforme AWS, c'est une plateforme qui est très bien documentée, à partir duquel tu peux y monter en compétences. Donc, également, tu peux assister à des forums. Également, tu peux planifier des examens. Donc, mais le principal conseil que je vais leur donner, c'est de ne pas hésiter. Donc, du moment où il y a, par exemple, un accès à des services gratuits, par exemple, à travers la plateforme AWS, de s'inscrire. Donc, si vous avez, par exemple, une spécialité réseau, donc, forcément, vous allez donc avoir la main facilement sur les services réseau tels que les VPC, tels que les instances EC2, etc. Et si vous avez également une spécialité Dev, vous aurez des services également orientés Dev ou bien orientés DevOps, tels que les services de déploiement Elastic Beanstalk, les services également de monitoring, etc. Donc, si vous avez également la spécialité donc SysOps, donc là également, il y a des services orientés SysOps, tels que le CloudWatch pour le monitoring, également CloudTrail pour l'audit, autant de services. Mais l'essentiel, c'est de pouvoir donc identifier les services, de connaître leur utilité, de connaître également leur cas d'usage, de connaître leur fonctionnement. Donc, avoir un workflow ou bien un objectif bien précis selon ta spécialité, et donc essayer de bénéficier de ces avantages donc de services gratuits. Donc d'avoir la théorie, c'est bien, mais également d'avoir l'aspect pratique, donc c'est également mieux. Ok, en tout cas, merci beaucoup pour ces explications. Donc maintenant, on va fermer un peu la partie cloud et on va rentrer au niveau du cloud native. Et sur ça que je pose une question à Elodie. Bon, on attend cloud et cloud native, par exemple. Quelle est leur différence? Est-ce que tu peux nous parler un peu de cloud native aussi? Alors, cloud native, ça veut dire quelque chose qui est né pour fonctionner dans le cloud, donc, avec le mot native. Donc, ça veut dire que c'est des applications qui sont développées et qui répondent déjà en fait aux critères en fait de déploiement dans le cloud. Donc, ces critères-là, souvent, ce sont les critères qui tournent autour des fameux 12 facteurs. Donc, un certain nombre de réglages et on va dire de mindset en fait qui vont faire que l'application elle va être tout de suite utilisable dans le cloud. Donc on peut citer par exemple la façon de gérer la configuration, le fait que l'application soit robuste face à l'arrêt en fait d'un serveur, qu'elle soit pas liée par exemple dans votre application vous n'allez pas coder en fait en dur une adresse IP par exemple, parce que l'adresse IP, c'est quelque chose qui va être volatile dans le cloud public, étant donné qu'une machine peut s'arrêter en fait et une autre prend le relais, par exemple. Donc c'est on va dire toute une série de critères comme ça qui vont faire qu'une application
sera dite cloud native. Souvent, ça rime beaucoup avec les applications, les architectures orientées microservices, donc orientées services en général, où on va développer en fait l'application de façon distribuée, donc avec un découpage fonctionnel qui va faire que l'application elle sera en petits morceaux qu'on va pouvoir exécuter par exemple sur du serverless, donc des technologies sans serveur, ou dans des conteneurs par exemple sur du Kubernetes. Et ça va être des workloads qui sont assez légers et qui peuvent se déplacer soit d'un cloud à un autre ou dans un contexte de cloud hybride. C'est souvent ce qu'on entend par cloud native. Je vais juste vite fait revenir sur un élément qui a été indiqué tout à l'heure au niveau de la typologie. Bon, je rouvre la partie cloud, quoi. Voilà, partie cloud au niveau de... Est-ce que toutes les entreprises ont vocation... Est-ce que le cloud est adapté à toutes les entreprises et au niveau des processus en fait, de migration dans le cloud, je pense qu'avant de parler de la partie technique, donc que ce soit lift and shift ou pas, il y a une question de est-ce que les données qui sont manipulées par mon application peuvent être dans un cloud étranger. Donc là, on va rentrer dans des questions de géopolitique, etc. Mais le cloud, c'est devenu un outil qui est tellement puissant qu'il faut bien se poser la question quand on est une entreprise, avant même de réfléchir à est-ce que je mets mes workloads dans le cloud ou pas, c'est est-ce que les données que je manipule ont vocation à être dans un cloud américain ou français, ou etc. etc. C'est des questions qui se posent. Donc, pour moi, le processus de migration vers le cloud, il commence d'abord par une décision de l'entreprise, mais pas au niveau technique, mais au niveau, en fait, les données qui sont manipulées, est-ce qu'elles ont vocation, en fait, à se retrouver dans le cloud? Donc, ça veut dire que ma donnée, si elle est dans le cloud et que demain, en fait, parce que, enfin, quand on travaille dans le cloud, on connaît ces lois de Patriot Act ou Cloud Act. Est-ce que mes données, en fait, si elles sont soumises à ce type de loi en fait extraterritoriale, est-ce que ça ne met pas en danger en fait mon entreprise, etc., etc. Donc c'est des questions importantes à se poser quand on veut migrer dans le cloud. Voilà. Okay. Je tenais à faire cette petite précision. Oui, merci voilà, quand même pour c'est un peu complément là-dessus. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, merci en fait pour ce complément et tout, et pour les réponses que tu as données concernant le cloud natif et tout. Et bon, M. Bambagay, bon, l'avis d'un académicien concernant la différence entre le cloud natif et le cloud, bon, même si Elodie l'a déjà expliqué tout à l'heure. Oui, bon, après, Elodie l'a déjà dit, tout dépend maintenant après comment on pense le code, donc par rapport à l'urbanisation. Parce qu'aujourd'hui, si tu es dans un système réparti, comme on a eu à le dire, tu n'as pas besoin de faire une adresse IP. C'est un peu comme quand tu vas faire du Java RMI, je parle sur le contrôle de la mine. Donc, automatiquement, c'est du ENICAS en réalité. C'est une destination vers plusieurs que tu choisis. Donc, automatiquement, ça peut être un peu partout. Vu aussi l'élasticité dont Lamine a parlé, si tu fais de l'élasticité, tu peux migrer à chaud tes machines virtuelles, tu fais du OpenVSwitch, donc automatiquement, c'est déjà pensé au niveau de la création. Donc, automatiquement, c'est une autre mindset, une autre manière de penser l'architecture réseau. Donc, automatiquement, on est dans cette ère-là aujourd'hui. Ok. Merci beaucoup pour cette contribution, M. Bambagay. Bon, là, je vais poser la question à M. Hatch, avant de venir sur Baoukere Lamine. Bon, maintenant, quels sont les technos à maîtriser pour faire du dev sur les applications cloud natives? J'ai vu que vous en faisiez beaucoup, quoi. M. Hatch, vous êtes en mode mute, je pense. Bon, personnellement, moi, je ne fais plus beaucoup de développement. Donc, je serais mal placé pour répondre à cette question. Mais je sais qu'il y a beaucoup de choix, en tout cas, qui est offert. Et que ce soit du .NET, du JS, du Java, etc., et d'autres types de bases de données aussi. C'est pas tellement la technologie qui est importante. Les plateformes sont vraiment maintenant assez ouvertes. Ils sont vraiment rares les éditeurs qui se cramponnent sur une seule technologie, qui se ferment aux autres.
C'est une question de business aussi, hein, vouloir être trop fermé après. Il y a beaucoup de clients qui vont vous échapper. Donc, pour cette partie techno-développement, je vais laisser quelqu'un d'autre répondre. Enfin, bah oui, et donc là, il y a deux devs. Il y a Babacar et Lamine qui sont là, ce sont des devs. Hein. Donc, Babacar, je vais commencer par toi. Donc, d'après la question que j'ai posée tout à l'heure. Ok, bon, je pense que ce qu'a dit Aït Moussaïd sur la techno n'est pas importante, c'est la techno n'est pas importante. Elodie l'a dit tout à l'heure, c'est tout ce qui est process qui permet de faire des applications qui existent, qui cohabitent dans le cloud. Donc, ça va de l'architecture jusqu'au principe de déploiement. Donc, en termes d'architecture, on va penser beaucoup plus à des architectures distribuées avec tout ce qui est architecture microservice, ou bien, si on ne veut pas être sur une architecture microservice, penser son application de manière modulaire en faisant ce qu'on appelle du développement modulaire. Donc, de penser de sorte que son application, il est découpé en modules. Ou bien s'il n'est pas découpé en service, il est découpé en modules. Après, dans le terme d'architecture microservice, il y a plusieurs architectures aujourd'hui qui permettent d'avoir ça. Bon, le plus connu, c'est avec Spring Boot. Donc, tu peux avoir des microservices en Spring Boot. Par exemple, Netflix qui avait commencé sur de l'architecture microservice avec du Netflix OSS aujourd'hui qui n'est plus d'actualité. Bon, en tout cas, il y a d'autres techniques, en tout cas, aujourd'hui qui permettent de faire ça. Et après ça, tu as tout ce qui est, par exemple, communication entre tes services. Donc, parce que l'idée aussi, c'est de ne pas, disons, avoir des services qui sont fortement liés. Donc, des services un peu découpés. Donc, ces services découpés également, ils doivent communiquer. Donc, c'est à travers des API, à travers des applications de messagerie comme Kafka, RabbitMQ, etc. Et également, après aussi, avoir si on est sur des conteneurs, avoir une orchestration sur du Kubernetes. Après, ces Kubernetes-là, il y a des services mesh que tu as qui permettent un peu de pouvoir gérer la communication entre ces services sur la partie réseau, l'autorisation entre ces services, etc. Et tu as aussi tout ce qui est CI/CD, parce que ça va également dans l'aspect du cloud natif, parce que l'idée aussi, c'est de pouvoir délivrer rapidement et de manière efficace tes applications. Donc, faire face aux changements qui peuvent arriver au niveau de ton application, donc avec l'utilisation des outils DevOps tels que le CI/CD. Donc, pour les technologies, ouais, actuellement, c'est très large, mais l'idée, c'est un peu de pouvoir tourner sur ces différents points. Okay, merci beaucoup pour ces explications. C'est clair. Bon, Lamine, si tu as quelque chose à ajouter là-dessus, en tant que dev. Bon, Babacar l'a dit, hein, surtout l'aspect microservice. Donc, avoir également des notions donc, sur le cloud, sur les services de base également. Donc, savoir également l'utilité des services. Donc, pour le déploiement, je vais recourir à quel service? Pour le calcul, je vais recourir à quel service? Pour la base de données, je vais recourir à quel service? Également pour le stockage. Mais également comprendre les exigences donc une application a besoin donc pour être déployée donc facilement dans le cloud. Ok, merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup pour ces explications. Donc oui, et actuellement, bon, cette question, je vais poser une question à Elodie avant de revenir sur M. Bambagé. En fait, Elodie, actuellement, par exemple, quel est le plus que le cloud native a apporté actuellement le monde du cloud ou bien le monde de l'entreprise de manière générale? Quel est le plus que ça a amené? Alors, pour moi, ça dépend d'où on part. Donc, si on est une jeune entreprise et qu'on démarre de zéro, autant directement partir sur des principes cloud native pour développer une application qui, on va dire, est le plus compatible au cloud possible. Parce que de toute façon, pour moi, une jeune entreprise n'a pas le choix aujourd'hui. Il faut aller vers les services cloud parce qu'elle n'a pas de quoi se payer un data center. Donc, autant déployer son application pour qu'elle soit compatible avec le cloud. Par contre, point d'attention, c'est pas parce qu'en fait, on va dans le cloud qu'il faut forcément faire du microservice, par exemple. On peut très bien faire une application monolithique. Pour ceux qui connaissent un peu, il y a une application qui est très connue ici en France qui s'appelle Doctolib, qui est une application qui a beaucoup été utilisée en fait pendant la crise du Covid, etc., qui n'est pas du tout en microservice. Ils sont en monolithe et ils sont déployés dans des conteneurs sur Kubernetes et ça fonctionne très bien. Donc, c'était une jeune startup, ils sont déployés sur AWS, sur le service EKS d'AWS, donc ils sont partis comme ça.
et ils ont utilisé du Ruby on Rails. C'est pas un langage en fait qui est le plus sexy ou trendy en fait aujourd'hui, mais ça a fonctionné quand même dans le cloud parce ils avaient à cœur en fait dès le début dans leur architecture. En tout cas, le plus important pour eux, c'était la scalabilité, c'est-à-dire se dire que si un jour on parle de nous au journal de 20 heures et qu'on a 1 million d'utilisateurs en plus qui se connectent, mon application elle est capable de scale up. Donc c'était leur principale en fait problématique. Donc ils ont choisi un cloud provider qui pouvait tenir la route, donc AWS, des technos chez AWS qui permettaient de faire ça, donc de l'EKS, Kubernetes, qui permet de décupler quasiment à l'infini les workloads. Donc, ils ont fait un choix qui était compatible en fait à leur vision. Donc, le cloud native, en fait, pour moi, on ne peut pas dire que ça apporte forcément quelque chose à une entreprise. C'est le métier, le business en fait de l'entreprise qui doit en fait se dire je me tourne vers le cloud native parce que ça répond à tel ou tel besoin business en fait que j'aurais. Voilà, c'est un peu ça ma réponse. Voilà. Ok, donc là c'est clair. Et bon, parce que là, oui, là on a beaucoup parlé des providers. Bon, par exemple, bon, M. Bamba, si vous voulez répondre à cette question aussi. Bon, par exemple, au Sénégal, par exemple, je prends l'exemple du Sénégal, quoi. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont leur data center actuellement, par exemple. Donc, vous pensez que le meilleur choix, c'est de rester au niveau des data centers sénégalais, comme Orange actuellement, ils en ont déjà un, ou bien aller dans le cloud, utiliser les autres providers, AWS, Azure, etc. Qu'est-ce qui est mieux pour vous? Tout dépend du coup. Aujourd'hui, si moi je dis par exemple, si tu as une application qui va tourner au niveau de Orange, qui se trouve ici au niveau du Sénégal, en termes de temps de latence, tu gagnes. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la plupart du temps, on n'a pas d'exchange point au niveau du Sénégal. Donc, tout se déporte au niveau de l'extérieur et au niveau de temps de latence, ça prend un coup. Maintenant, pour une entreprise, elle va se dire, bon, peut-être si AWS est moins cher que Orange, je vais peut-être aller sur AWS. Si Bamtou aujourd'hui se dit, je vais acheter peut-être beaucoup de temps de calcul au niveau de Orange, ça me fait 10 millions, alors que si je pars au niveau de AWS, ça me fait 2 millions, je vais préférer aller sur AWS. Maintenant, après, par rapport au temps de latence, tout ça, ça peut jouer. Mais aujourd'hui, en termes de services, ça coûte beaucoup plus cher d'acheter ici au niveau du Sénégal que de partir vers l'extérieur. Donc, parce qu'on n'est pas encore très compétitif, c'est normal par rapport à la longévité que AWS a, par rapport à la longévité que Microsoft a. Donc, c'est très normal que les prix pour le moment ne soient pas si compétitifs que ça. Ok, bah oui, et avec ça, je vais essayer d'en profiter pour vous poser une question concernant les types de data centers, par exemple, qui existent. Parce que des fois, bon, les gens confondent ça, les tier 3, tier 1, etc. Est-ce que vous pouvez nous apporter quelques explications concernant cela? Ok, donc il y a le Upstream Institute, je pense, qui fait un peu le classement de ces data centers, qui vont être de tier 1, tier 2, tier 3, tier 4. Et tout ça, ça dépend par rapport à la disponibilité du data center et aussi au niveau de la redondance des équipements que tu vas avoir à l'intérieur du data center. Si les équipements sont redondés de N plus 1 ou plus, et en termes de panne, si tu arrives à avoir moins de 0,8 heures par an de panne, automatiquement, tu peux être classé au niveau tier 4. Ensuite, après, tu descends en termes du nombre de pannes et du nombre de redondances. C'est sûr que si chaque élément du data center est redondé de N plus 1, ça amène encore un coût supplémentaire par rapport au déploiement du data center. Et ça donne encore beaucoup plus de marge par rapport à ces gros qui sont là et qui ont la capacité de pouvoir avoir des data centers qui sont beaucoup plus redondés que les nouveaux. Maintenant, après, le fait que tu aies tier 1, tier 2, tier 3, chaque entreprise, par rapport à ses moyens, va aller vers l'opérateur qui va lui permettre de gérer mieux son portefeuille pour partir au niveau du cloud. Ok, merci beaucoup pour ces explications. Et donc, bon, oui, on va parler un peu du marché africain, par exemple, concernant le domaine du cloud de manière générale. Bon, M. Haït, en tant que chef d'entreprise, actuellement, quelle est la demande de profil au niveau du cloud? Par exemple, en Afrique, mais vu que vous êtes au Sénégal, vous pouvez nous parler de cette situation?
Ok, en fait, la demande, elle est présente. On a beaucoup de clients qui sont de plus en plus sensibilisés. Et souvent, le besoin de faire recours, le besoin du cloud, l'origine souvent, c'est une expérience négative. C'est-à-dire, une petite PME avait son serveur qui avait été installé, où ils avaient tous leurs fichiers, toutes leurs comptas, beaucoup de données. Et puis un jour, le serveur ne démarre plus. Manque de peau, il n'y avait pas de sauvegarde. Qu'est-ce qu'on fait? Les problèmes commencent. Ça arrive une fois, ça arrive deux fois. Quelque temps après, il y a une politique de télétravail. Normalement, on se connectait au serveur quand on était au bureau. Comment on fait pour se connecter lorsqu'on est à la maison? Il y aura deux, trois bricolages. Si on veut faire quelque chose de professionnel, ça va coûter très cher. Et c'est là on reçoit souvent un appel. Oui, on a un serveur qu'on veut héberger et on veut des serveurs et on veut que ça soit accessible de partout, mais de manière sécurisée. C'est souvent comme ça que commencent nos projets. Donc, dans notre expérience, ce n'est pas forcément du développement d'applications, mais c'est plutôt de l'infrastructure as a service qui initie les projets cloud. Donc, c'est à ce niveau de maturité que je vois la plupart de nos clients. Il y a d'autres clients qui ont une certaine taille, qui ont leur data center localement, qui ont des serveurs chez eux. Mais ils ont fait un calcul. Ils veulent faire des sauvegardes. Ils veulent mettre en place un site de repli, c'est-à-dire un site où ils peuvent exécuter leur workload, même si tout leur siège brûlait. Comment est-ce qu'on fait? Ils font leur budget, ils font des études, et on leur dit, voilà, pour faire le site de repli, pour être conforme à la norme, il faut que ça soit au moins éloigné de, je ne sais pas, 60 km, et il faut que tout soit absolument reproduit. Et quand ils reçoivent la facture en millions ou en dizaines de millions, là, ils commencent à réfléchir à des alternatives. Et c'est dans ces situations-là que le fait d'utiliser des services comme les backups sur le cloud, la réplication sur le cloud, c'est là que nous pouvons entrer en jeu pour apporter des solutions par rapport à cela. Ça s'élargit. Moi, personnellement, j'ai eu la chance de visiter le data center de Sonatel ici et le data center de Free. Bon, pour l'instant, je n'ai pas encore eu la chance de visiter celui du gouvernement qui a été nouvellement installé. Et j'ai des clients qui ont des serveurs chez eux, qui sont actuellement en train de déployer des serveurs dans le data center de Sonatel, mais qui quand même continuent à utiliser le cloud Azure pour d'autres charges de travail. Donc l'idée, c'est plutôt de faire un mix selon la situation, de choisir un scénario qui fait sens techniquement, du point de vue sécurité, mais aussi qui fait sens financièrement. Pour terminer sur ce point-là, le cloud, sa principale promesse, c'est la haute disponibilité et la scalabilité. Ça, c'est un point très, très, très important. Il y a la haute disponibilité, la scalabilité et la rapidité aussi. Là, si on compare les providers de cloud locaux, j'en connais pas un qui me permet en moins de 10 minutes d'aller sur leur système, de créer un compte, de payer avec ma carte Visa et de commencer à déployer mon application. Peut-être que quand on arrivera à ces niveaux-là, on pourra vraiment parler de vraie concurrence entre les opérateurs locaux et les opérateurs du cloud public. Ok, bah oui. Et là, bon, avant de continuer avec Babacar et Lamine, par exemple, bon, là, j'ai une question parce que moi, souvent, je reçois beaucoup de demandes des personnes qui veulent faire des stages dans le monde du cloud, etc. et tout. Mais ils ont du mal à trouver des entreprises, par exemple. D'après toi, d'après vous, quel est le problème? Vous ne recrutez pas ou bien ils n'ont pas le bon profil ou quoi? Vous êtes en mode 8, hein? Ah, c'était à moi la question. Ah, Oui, non, c'est à toi, oui, c'est à toi. On recrute, hein. Moi, récemment, on parlait de sujet d'être opérationnel sur le cloud. Au mois de janvier, on a pris dans notre entreprise Netexio 2 stagiaires sortant de l'ISAP et de l'ISAP de Diamniadio. Et dans leur formation, ils avaient fait les sessions aussi en informatique.
les solutions, les fondamentaux, mais ils avaient aussi déjà abordé des solutions telles que le cloud Azure, du VMware, etc. Donc, ils avaient une certaine connaissance de ces sujets-là. Bon, maintenant, moi aussi, si j'avais la possibilité, je sais que toutes les entreprises, ils aimeraient bien être des centaines, voire des milliers, mais après, il y a la réalité financière qui s'applique. Ah, donc là, ça se comprend. Donc, c'est bon. Et bah oui, et Babacar, ma question serait, par exemple, actuellement, on voit que la plupart des gens qui travaillent dans le monde du cloud sont des développeurs, quoi. Qu'est-ce qui fait cela? Ça veut dire que vous déployez toujours des applications vers le cloud ou quoi? Qu'est-ce qui fait que vous êtes souvent orienté dans le monde du cloud? Alors, bon, je pense que c'est plus une suite logique, on va dire, parce que c'est bien beau de faire des applications, mais si ce n'est pas utilisé, ça ne sert à rien. Donc, quelqu'un qui fait son application aujourd'hui, il a comme objectif que son application soit utilisée par des utilisateurs finaux. Et aujourd'hui, par exemple, je vais prendre mon cas. Quand j'étais étudiant à l'ESP, je faisais des applications, mais tout le temps, mon principal problème, c'était comment je vais faire pour montrer aux gens que ce que je fais, c'est ça, et comment faire pour déployer ça quelque part. Au début, je me rappelle, je faisais juste des déploiements sur une machine virtuelle avec OVH, donc une machine qu'on m'avait prêtée, on va dire. Donc, pour faire des déploiements assez simples. Donc, d'habitude, ça part de ça. Ça part d'une application qu'on va héberger quelque part. On découvre cette technologie qui est assez simple et assez sympa quand même pour pouvoir déployer son application. Et voilà, c'est juste ça le fil conducteur à mon avis. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre également a une autre réponse. Ah bah oui, Lamine est là. Lamine, parce que lui, il s'est orienté direct dans le cloud. Bon, ce que je peux apporter, c'est, en entreprise, il y a ce qu'on appelle donc le time to live, donc le TTL, donc le délai de mise en œuvre. Donc, plus elle est réduite, plus vous êtes productif. Donc, et avec le cloud computing, on bénéficie également de cet avantage-là. Donc, on n'a pas besoin, par exemple, de gérer tout ce qui est installation, tout ce qui est configuration. Donc, on peut venir seulement, par exemple, si par exemple, tu veux déployer, par exemple, une application dans le cloud, il y a un service, Elastic Beanstalk, que tu veux utiliser, par exemple, pour déployer ton application. Et derrière, il crée, par exemple, des compartiments S3 pour stocker vos données. Derrière, il crée également des VM, etc. Et cela nous simplifie, par exemple, nos tâches. Donc, l'aspect, par exemple, utilisation des services, par exemple, de manière rapide pour aboutir, par exemple, à une solution finale, donc qui est optimale également, c'est donc notre avantage, donc qui nous donc permet de nous orienter donc vers le cloud, donc pour le déploiement et autres. Ok, merci beaucoup. Et donc, Elodie, bon, moi j'ai une question en tant que quelqu'un qui est sur 10 000 codeurs. Bon, tu connais mieux peut-être le marché africain ou bien mondial. Quelle est la demande actuellement du profil cloud actuellement? Est-ce qu'il y a une forte demande, surtout en Afrique ou bien? Bon, moi, j'ai pas une très bonne connaissance du marché africain. Par contre, le marché mondial et bon, le marché africain doit pas être spécifique à l'Afrique parce que maintenant, il y a le remote, donc n'importe qui peut travailler n'importe où. Donc, je pense que les compétences qui doivent être développées, que ce soit au niveau des universités ou des entreprises en Afrique, ne doivent pas viser que le marché africain, mais le marché mondial. D'ailleurs, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, les Indiens, en fait, par exemple, ils sont beaucoup sollicités pour travailler n'importe où parce qu'ils ont tourné en fait leurs compétences vers des compétences qui étaient cherchées dans n'importe quel pays. Moi, il y a un métier que je vois en fait qui se développe autour du cloud. D'ailleurs, Google en a fait un livre, c'est le métier du SRE. Enfin, on va dire ça en anglais SRE, donc Site Reliability Engineer. Donc, on va dire c'est quelqu'un qui peut être à la base développeur, mais qui est aussi opérateur. C'est-à-dire que je sais développer une application, je sais appliquer un patch sur une application, mais je sais aussi déployer une application sur un serveur, faire un workflow d'automatisation, utiliser du code Terraform ou du code Ansible pour automatiser des tâches, etc., etc. Ou ça peut être quelqu'un qui a le métier d'Ops, c'est-à-dire qui
sait s'occuper des serveurs et qui migre en fait vers le métier de développeur pour pouvoir appliquer aussi des patchs et s'assurer que l'application en fait elle continue à fonctionner, elle est toujours dans un bon état de fonctionnement. Donc c'est un peu un mélange de deux métiers. Donc d'ailleurs en fait on dit souvent que le métier SRI en fait il est né du DevOps, donc du dev et de l'ops mélangés ensemble, parce que en fait c'est un besoin qui arrive avec le cloud. Ça veut dire on ne peut plus être juste un développeur, genre j'envoie mes lignes de code, c'est tout. On est obligé de savoir maîtriser un peu la CI, de savoir faire de la CD, de savoir développer des images de conteneurs Docker, de comprendre un peu comment fonctionne Kubernetes par exemple, de comprendre un peu comment va fonctionner le cloud sur lequel sera déployée mon application. Et idem, en fait, quelqu'un qui est un opérateur, il ne peut plus se contenter de se dire, bah, moi, j'administre mes serveurs ou mes bases de données, point barre. Il doit comprendre aussi tout un contexte, donc le contexte de l'application sur laquelle il travaille. Donc, c'est des profils, on va dire, un peu hybrides qui, aujourd'hui, sont très recherchés sur le marché. Donc, que ce soit n'importe où, hein, pour moi, en Afrique ou dans le monde, en tout cas, ce profil-là, c'est l'un des profils les plus recherchés. Bon, en tout cas, moi, j'en cherche dans mon équipe. Ah, si, en fait, bah oui, et là même, je confirme, hein, parce qu'actuellement, la SRE est en train de connaître un grand pic hein, au niveau du marché. Il y a beaucoup de demandes pour l'instant. Donc, bon, la plupart sont les gens qui sont des SysOps, les opérationnels qui deviennent des SRE souvent, quoi. Mais bon, ça, c'est les gens qui veulent de l'argent. J'ai même une préférence, en fait, pour quelqu'un qui est un développeur à la base, parce que les skills, en fait, qui sont demandés à un SRI, c'est pas juste d'opérer une machine. On lui demande de comprendre du code qu'une autre personne a fait, de patcher ce code en urgence. Donc, il faut vraiment aussi avoir un mindset de développeur, savoir ce que c'est qu'un workflow Git, comment je fais une PR, etc., etc. Donc, c'est vraiment un profil hybride qui est recherché. Babacar et Lamine, donc vous êtes des devs, donc allez vous former sur les SRE, quoi. Bah oui, en fait, bon, en tout cas, c'était génial, hein, le débat et tout. Donc, nous devons limiter à 1h30 au maximum pour essayer de vous libérer le plus tôt possible. Donc, c'est sûr. En tout cas, c'était hyper intéressant, franchement, vos interventions. Le sujet a été bien traité et très clair aussi. La lucidité de vos interventions aussi, c'était assez génial. Encore une fois, merci. Hein, et je vais commencer par Lamine. Bon, votre mot de la fin et aussi quels conseils vous allez donner aussi aux autres et tout. Donc, un grand merci également à toi, Goura, qui nous a donné donc l'opportunité d'intervenir dans ce talk. Donc, un grand merci également à Bamba, qui était mon professeur donc, de réseau en licence et master. Donc, comme je le dis tout le temps, donc, j'encourage donc, les jeunes à s'auto-former, donc à être à jour sur les technologies qui sont en vogue. Donc, même les étudiants, donc, s'ils ont une idée, par exemple, ou bien s'ils ont, par exemple, des échos sur une techno qui est en vogue, comme par exemple Spring Boot, Angular, ou bien du CI/CD, DevOps, Jenkins, de l'utiliser dans le cadre de leur mémoire. Car il y a des fortes demandes, et les entreprises sont là, sont ouvertes, donc, et donc à l'écoute des gens donc, qui veulent faire des stages donc, et qui sont compétents également. Donc, on ne recrute pas donc, des profils parce qu'ils ont des notions techniques. Donc, il faut qu'ils aient également la main sur l'aspect pratique. Donc, et bon courage donc, aux étudiants et à tous. En tout cas, merci beaucoup à Mohamed Lamine pour la disponibilité aussi et votre réactivité. Franchement, encore une fois, merci pour ces interventions aussi et tout. Et donc, M. Hack. Déjà, merci pour cette opportunité. Moi, je suis vraiment content lorsque je vois d'autres experts qui parlent de la techno sur laquelle je travaille. Je suis sûr à 100% d'apprendre quelque chose. Chaque fois, j'ai un nouveau terme que j'apprends, une nouvelle technologie. Et pendant que les gens parlent, je regarde sur Google, je dis, ah ouais, ça c'est intéressant. Et c'est exactement comme ça. Et vraiment, actuellement, avec le cloud, on n'est plus à l'époque où les sociétés les plus performantes sont forcément celles qui ont les moyens d'acheter des gros serveurs de mettre chez eux. On est dans une course des compétences. Et on le voit de plus en plus. Il y a de plus en plus de gens qui sont ici au Sénégal et qui travaillent pour des sociétés un peu partout dans le monde, un peu partout en Afrique. Et
ce n'est plus la localisation qui compte, c'est vraiment une course vers les compétences. Et moi, c'est ça à quoi j'encourage chacun. Et quand je parle de compétences, je parle non seulement de compétences techniques, mais aussi de compétences soft. C'est-à-dire, tu peux être le meilleur développeur au monde ou le meilleur DBA, mais si tu n'es pas capable d'écrire un rapport ou de rendre compte de tes activités ou de faire d'autres choses, il ne faut pas le sous-estimer. Il faut être excellent dessus. Et quand tu combines les deux, ton succès est assuré, en fait. En tout cas, merci beaucoup, hein, M. Amar. Je sais que tu étais hyper occupé. Hein. Merci beaucoup pour cette disponibilité et tout. En tout cas, c'est gentil quoi, de votre côté. Et je vous dis encore une fois, vous pouvez aller suivre les meet-ups qu'ils sont en train de mettre en place. Chaque mois, ils organisent ça. Et la fois passée, j'avais partagé le lien. Je pense même Ibrahim va le partager. C'est hyper intéressant. On parle de Microsoft là-bas, d'Azure et tout. Quoi. Donc, et c'est gratuit. Il n'y a pas à payer. Donc, Babacar? Ok, alors, bon, merci beaucoup. Merci à toi, Goa, pour cette opportunité de partager, en tout cas d'apprendre de tous les intervenants qu'on a ici. Donc, c'est toujours un réel plaisir. Et ouais, je pense que les conseils ont été déjà donnés par Lamine et Moussérad. N'ayez pas peur d'apprendre de nouvelles choses. Si vous voyez quelque chose qui est en vogue, il y a la communauté qui en parle de partout, n'ayez pas peur de l'apprendre, n'ayez pas peur de développer vos compétences sur de nouvelles choses que vous n'avez jamais fait, parce que ça peut toujours vous servir, même si c'est pour juste pour votre connaissance, ça peut vous servir. Donc, je pense que c'est le conseil que j'ai à donner à tous. Et en tout cas, Babacar et tout, donc c'est mon professeur, quoi. Donc, merci beaucoup pour tout. En fait, et aussi, je vais vous informer que le prochain talk qu'il va avoir, là, on va parler de cybersécurité avec des experts. Donc ça va être d'ici 2 semaines ou 3 semaines. Donc, c'est ça. En tout cas, merci beaucoup, Babacar, hein, et pour ta disponibilité aussi, hein, et ta réactivité. Ça fait un bail que je voulais t'inviter, mais tu n'avais pas de disponibilité, quoi. Mais merci quand même d'avoir accepté ça. Et M. Bambagay? Ah bon, lui, c'est mon professeur, quoi. Donc, Donc, moi, aujourd'hui, j'étais l'étudiant, j'apprenais. Merci beaucoup, Gora. Merci pour l'opportunité que tu me donnes pour apprendre. Et je pense que j'ai beaucoup appris. Et ce que j'ai dit tout le temps aux étudiants, je dis que nous, quand on apprenait l'informatique, c'était un master. Ce n'était pas encore de master, c'était une maîtrise en informatique. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui est en train de revenir, où l'étudiant doit être bon partout pour qu'il puisse être opérationnel. Et c'est aujourd'hui une convergence, les DevOps, les séries. En fait, c'est une convergence que nous notons. Avant, on a éclaté et on revoit maintenant qu'il faut reconverger. Et donc, les étudiants, je les invite à maîtriser toutes ces technologies. Et comme Lamine l'a dit, il faut apprendre à travers les mémoires, que ce soit au niveau des mémoires de licence, au niveau des mémoires de master. C'est comme ça qu'on apprend. Et dans la vie, on apprend tout le temps. Si on arrête d'apprendre, mieux vaut aller à Yoff ou bien à Saint-Lazare. Merci beaucoup. Et je passe aussi un bonjour à ton binôme, Ma. Je ne sais pas si elle est en ligne ou pas aussi. Merci beaucoup. C'est bon, Ma, elle est mariée maintenant, quoi. C'est pourquoi elle n'a ah plus... bon? Oui, c'est ça. Depuis ah donc il faut que tu te maries toi aussi pour ne plus avoir de temps. Ah bah oui, c'est normal. Hein? En tout cas, merci beaucoup à M. Bambagay encore une fois. En fait, merci. Toujours c'est comme ça. En fait, c'était toujours disponible pour nous. Donc, merci beaucoup pour cette considération et tout. Donc, nous aussi, nous avons un réel plaisir de t'avoir chaque fois comme invité. Hein? Et je vois même que beaucoup de personnes t'apprécient et c'est toujours pareil pour nous aussi. Merci beaucoup encore une fois. Et Elodie, donc, Elodie? Oui, je suis là, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui, bah en tout cas, moi je suis très contente d'avoir pu participer à ce talk et surtout entourée que de Sénégalais. Je suis très contente parce que j'avais entendu dire que l'écosystème sénégalais autour du cloud et tout ça était très chaud et bah en tout cas j'ai eu la preuve aujourd'hui avec tous ces experts avec qui j'ai pu échanger. Donc très heureuse d'y avoir participé et j'espère qu'on pourra échanger encore à nouveau. Et moi, si j'ai un conseil à donner, bah, je vais pas être original, hein, je vais dire ce que les autres ont déjà dit, c'est qu'il faut être curieux et on peut
on peut apprendre en fait aujourd'hui tout sur Internet. Bon, je ne suis pas si vieille que ça, mais quand j'ai commencé à m'intéresser à l'informatique, le site du zéro existait encore, donc il fallait imprimer des trucs, rentrer à la maison, refaire des trucs, etc. sur des clés USB. Maintenant, tu as des environnements en fait sur lesquels tu peux travailler sur Internet, tu peux tout apprendre. Donc, en tout cas, vous n'avez plus d'excuses maintenant. Ça, c'est vrai. Et en tout cas, merci beaucoup, Elodie, hein, oui, parce que franchement, tu étais la première personne à accepter mon invitation et tu étais trop réactif. Franchement, je sais que tu es dans beaucoup de sauces, comme on le dit en Ivoirien. Donc, mais en tout cas, merci beaucoup pour tout, hein, pour votre disponibilité et tout. Je vais dire à Ibrahim Diago que tu as répondu à mon invitation. Oui, tu pourras lui dire qu'il me doit un cake. Ok, pas de souci. En tout cas, merci beaucoup, Elodie. Merci beaucoup à tout le monde. Donc, on se donne rendez-vous d'ici 2 semaines ou 3 semaines. Ok, merci beaucoup à tout le monde. Et bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Bye bye. Merci. Merci.